bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Aujourd'hui, je reçois Bélène. Bonjour Bélène. Bonjour Sandrine. Bélène, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille ? Oui, bien sûr, je suis Bélène Crespo-Lara, je suis savonnière et je suis formatrice en insertion. Je vis avec ma fille, Maddy, qui a 14 ans. Et tu vis où ? À Saint-Paul-la-Roche, en Dordogne, depuis 8 ans. J'ai une maison en bois, une petite maison de 85 mètres carrés, qui est construite en madrier empilé, avec une petite extension là où il y a la savonnerie. D'accord. Tout ça posé sur un grand terrain de 6 hectares. Je suis entourée des champs et de forêts. Ta vie d'avant, parce que tu as eu une vie avant le Périgord vert, elle se passait où ? À Saint-Quentin, en Picardie, dans l'Aisne. Alors dis-moi, on va commencer par la partie du changement de territoire. Pourquoi déjà avoir changé de région ? Moi, j'ai le sentiment en fait que depuis toujours, j'avais envie de changer de territoire. Je n'ai pas spécialement aimé l'endroit où je suis née. Enfin, je me suis toujours dit que j'avais pas de chance d'être née en Picardie quand même. Je confirme. Il y a quand même des belles régions partout en France et la Picardie, c'était pas... Après, peut-être que tous les gens qui naissent dans un endroit ont envie d'aller ailleurs, hein. Mais voilà, il y a toujours eu cette volonté quand même de se dire je ne resterai pas ici, je vais bouger. Mais entre se le dire quand on a en gros 18 ans et le faire vraiment, il y a quand même un pas, il y a quand même beaucoup d'obstacles. Et là, c'est venu d'un ras-le-bol général, principalement professionnel, des petits pépins de santé qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit c'est le moment en fait de passer le cap. De passer le cap, ouais. Parce que sinon, tu le feras jamais. Je me disais, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Excuse-moi, mais tu avais quel âge à ce moment-là ? 8 ans, donc j'avais à peu près 35 ans. D'accord. Ça reste encore très jeune quand même. Oui. Ça va ? Ouais, ça va. Elle n'est pas sûre. Alors, ok pour le changement de région. Et alors, pourquoi le Périgord vert ? Pourquoi Saint-Paul-la-Roche ? Alors, le Périgord vert, parce que c'est vert. En venant de Picardie, c'est vrai que la Picardie, c'est très vert aussi. Alors, c'est très plat, contrairement au Périgord, mais sinon, on est quand même entouré de beaucoup de verdure. C'est un endroit où il pleut beaucoup. Donc, on est entouré de beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Pendant 1 an, en fait, on a visité dans d'autres régions. Autant la montagne ne me donnait pas envie, autant le côté sud-est trop aride, trop sec me donnait pas envie. Et craquer sur la Corrèze, mais finalement, pas pour la même chose, en fait, parce que c'est très vert. La Corrèze et la Dordogne, et c'est le terrain qui a fait qu'il y a eu un coup de cœur. Le terrain, tu parles le terrain que tu as visité ? Oui. D'accord. C'est ça. C'est l'endroit vraiment où on s'est projeté pour vivre, qui a fait que ça s'est concrétisé vraiment ici, quoi. D'accord, donc tu avais quand même visité d'autres territoires avant de poser tes valises à Saint-Paul. C'est ça. Pas de famille présente sur le territoire ? Pas du tout. Pas de famille, pas d'opportunités professionnelles, même pas été conseillé de venir ici, en fait. Ça a un été coup de cœur sur la région. Ouais. Alors, dis-moi, vivre sur un territoire rural, pour toi, c'est comment ? Sachant que là, tu as quand même quelques années d'expérience. C'est vivre au calme. Après, c'est vivre différemment quand même dans le sens où on utilise par exemple beaucoup la voiture pour se déplacer. Enfin, tout est loin. Donc, il faut organiser quand même, je trouve, ces journées pour pas faire des déplacements inutiles. Donc, faut être un bon chef de projet. Ouais. Il faut vraiment réfléchir à comment on va organiser. Après,
Moi, c'est dans mon tempérament aussi, mais ça m'a permis effectivement de me découvrir, d'être sur ce territoire rural, parce qu'on est un peu plus seul face à soi-même quand même. Et pour autant, on peut être très entouré, étonnamment aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'organisent, malgré tout, sur la ruralité. Finalement, quand il se passe quelque chose, en tout cas, tout le monde est là. Ouais, ça rassemble. Ouais, ça a été une grande surprise, en fait. Moi qui étais bénévole dans une association où on organisait par exemple des événements, en fait des concerts de musique actuelle, où on avait du mal à... Quand tu étais à Saint-Quentin ? En Picardie, oui. D'accord. On avait du mal à remplir une salle de 500 personnes. Et ici, c'est la fête de l'escargot. Et les 500 personnes, on les a faciles, quoi. Oui. Donc voilà, ce côté où on peut être seul, si on en a envie, et où on peut être malgré tout entouré, si on en a envie aussi. Beaucoup de solidarité. J'ai trouvé beaucoup de solidarité, et notamment la solidarité entre femmes. Oui. Ça a été un grand soutien et ça a vraiment fait du bien. Ça, je l'ai découvert vraiment ici, ce que j'avais pas du tout en ville. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Il y avait une chose. Le climat et le paysage. Le climat ? Tiens, c'est marrant parce qu'on a souvent qui disent « Oh, il pleut beaucoup quand même ». Ouais, mais moi, je viens de Picardie. Oui, ça dépend du point de départ, en fait, du commencement, du démarrage de l'histoire de la personne. Voilà, parce qu'en Picardie, quand il pleut pendant une semaine. Ici, il peut pleuvoir et une demi-heure après ou 2 heures après, finalement, il y a une éclaircie et il y a du soleil. Ouais, ça, en Picardie, on n'a pas, quoi. Et le paysage ? Et le paysage, parce que c'est beaucoup plus vallonné, c'est vraiment super chouette. Il y a des vues incroyables, alors qu'en Picardie, c'est très plat. Ici, il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de chevaux. Et c'est vrai que quand on se balade... on a des paysages totalement différents et qui sont vraiment chouettes. Magiques même, j'ai envie de dire. Est-ce que tu étais venu chercher quelque chose de particulier sur ce territoire, sachant que finalement c'est un peu un hasard, enfin, c'est juste une rencontre avec un terrain et un bel environnement. J'étais venue chercher une vie plus sereine. J'étais dans une vie à 100 à l'heure où j'avais vraiment l'impression de ne pas prendre le temps de vivre et de tout le temps courir. Donc c'était vraiment l'idée de faire pause, d'appuyer un peu sur le bouton pause et de dire bon, maintenant tu vas prendre le temps de vivre, de profiter des petits moments de la vie et de vivre plus sainement. Je me permets de te poser la question. Tout à l'heure, tu as parlé de problèmes de santé à un moment donné. Est-ce que c'est lié, ce que tu es en train de me dire ? Oui. Parce que quand j'ai eu ce problème de santé, je me suis intéressée à me dire mais pourquoi, enfin comment ça se fait que j'ai ce problème de santé ? Et les médecins en fait m'a expliqué que c'était dû à un fort stress. Donc du coup il y a vraiment eu l'envie effectivement de ralentir, quoi. Voilà, de prendre soin de moi et de ralentir et de profiter de ma fille. C'est un projet validé par la famille au global ? Oui. Même plus le rêve à la limite de mon mari. Moi, mon rêve, c'était, moi, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, voilà, me déconnecter de tout ce stress et prendre le temps de vivre et d'essayer de trouver une façon de vivre où je serais moins stressée. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses quand même encore compliquées, voilà, sur le territoire ? Je ne vais pas forcément parler de ce territoire, mais sur la ruralité en général. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore des choses qui sont compliquées ou du moins à repenser avec ton expérience ? Ce qui est compliqué, même encore aujourd'hui, c'est la mobilité, par exemple. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, j'ai un travail qui se situe quand même à 50 km de mon domicile. Donc, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller travailler. C'est quand même du temps. C'est de l'argent. C'est de la pollution. Les transports collectifs sont quand même limités, même si on sait aujourd'hui que c'est ce qu'on essaye de développer de plus en plus. Ça reste encore compliqué sur le terrain, ça reste compliqué dans le rural. Ouais. Voilà. Dans les grandes villes, il n'y a pas de souci pour les transports collectifs, mais dans le rural, c'est quand même encore compliqué. Ne serait-ce que de Saint-Paul aller à Thiviers pour aller à la gare, il faut déjà un moyen de locomotion pour accéder à ce transport collectif, par exemple. Périgueux, c'est une toute petite ville, donc malgré tout, c'est pareil. Une fois arrivé en gare de Périgueux, il y a des bus, c'est sûr, mais il n'y a pas des bus très tôt le matin, il n'y a pas des bus après 20h10, allez. Et il y a un bus toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Il n'y a pas un bus tous les 10 minutes ou tous les quarts d'heure comme il peut y avoir dans les grandes villes. Donc on dit aux gens, il faut utiliser les modes doux. On
On met en place des lois, on donne des aides pour que les gens se mettent à ce mode de transport. Et finalement, derrière, l'infrastructure, elle ne suit pas. Autre chose sur les aspects compliqués de vivre sur un territoire rural? Le réseau, avoir Internet, je l'ai bien vu au moment du confinement, par exemple. Au moment du Covid, j'étais en télétravail. Ça a été un petit peu compliqué quand même pour moi. Il y a des fois où ça fonctionnait, il y a des fois où ça fonctionnait pas. Tu pouvais même pas regarder Netflix? J'ai pas Netflix, de toute façon, j'ai pas de télé. Oh là 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 là, c'est pas possible celle-ci. J'allais te demander pourquoi un changement de travail, mais tout à l'heure, il me semble que tu as déjà dit un ras-le-bol, beaucoup de stress, connexion à toi-même. Donc c'est ça? C'est ça, ouais. C'était plus du tout en accord avec mes valeurs. Rappelle-moi ton job que tu faisais là-bas? Je travaillais dans un grand groupe bancaire. Ah oui. Donc c'était plus du tout dans mes valeurs, en fait. Il y avait vraiment une dissonance entre ce que moi je ressentais au fond de moi, les clients que je pouvais avoir au téléphone, entre ce que j'avais envie de faire et ce qu'on m'autorisait à faire. Et j'étais trop en conflit avec moi-même, quoi. Le costume, il était plus le bon. Ouais, c'est ça. À certaines filles, certaines nanas, je demande si ça a été dur de renoncer à leur job. Je pense que je te pose pas la question. Alors, il y a le côté quand même financier. Ouais, ok. Ouais. Je t'écoute. C'était pas difficile d'arrêter le travail que je faisais pour le travail, parce que ce travail-là ne me plaisait plus du tout. C'était difficile de quitter les collègues, quand même, une équipe de collègues avec qui je m'entendais bien. Et ça a été difficile de prendre la décision de quitter un emploi bien payé, en CDI. Voilà, le 13e mois, les primes. Ouais, surtout quand tu es dans un univers bancaire. Voilà. Des conventions collectives qui sont très intéressantes. C'est ça, où tu as tous tes prêts avec des taux salariés. Donc, qui dit partir, dit avoir un taux de client classique. Non, mais c'est un sacré choix que tu as fait, hein. Donc, effectivement, il fallait oser le faire. Que vont penser les gens? Et d'ailleurs, le regard des autres, comment ça s'est passé quand tu as annoncé ça à ta famille, proche, tes amis? Le fait de partir, de changer de territoire, de quitter un job qui a tous les aspects positifs. Oui, ils nous ont pris pour des fous. Alors, moi, je me sens que les collègues, vraiment, ça m'énervait profondément parce qu'ils me disaient « Oh, mais vous avez de la chance !» Ah oui. Et je me disais, mais non, en fait, on n'a pas de la chance. On a du courage, oui, mais on n'a pas de la chance, en fait. À aucun moment, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire vous savez quoi, si vous décidez de partir là, maintenant, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes les heureux gagnants d'une nouvelle vie à la campagne. Non. On a décidé de réaliser un rêve en prenant des risques et il n'y avait aucune chose d'assurée derrière, quoi. Donc, c'était pas du tout de la chance. Ça t'a énervé? Ouais, ça m'a agacé beaucoup. Après, la famille a tenté un peu de nous retenir. Je me souviens que comme on voulait le côté quand même plus de terrain, la campagne, avoir des animaux, le côté faire ses propres légumes, etc., je me souviens de mon beau-père qui nous trouvait des maisons avec le terrain qui correspondait à ce qu'on cherchait. Mais sur le territoire. En disant, vous n'avez pas besoin de partir à 600 ou 700 km pour faire ça. Et si, parce qu'on avait quand même le côté, tu vis plus dehors. Donc, tu as quand même envie d'un climat un peu plus sympa que ce qu'on pouvait avoir, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas, alors toi, il y a déjà 8 ans, hein, c'est ça, 8 ans? C'est ça. Est-ce qu'on t'a pas dit, tu vas faire ta bobo, où tu sais un peu ces images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, d'aller vivre dans la pampa, et de faire avoir tes animaux, cultiver tes petits légumes, en faisant du yoga au milieu de ton terrain? On t'a pas mis cette image? Non, parce qu'on l'était déjà comme ça et on était déjà perçus comme ça. Ouais. Alors, pour le coup, je fais pas de yoga, mais on était déjà perçus comme les bobos. D'accord. Voilà. Au taf, dans la famille, voilà. Donc ça, finalement, je pense que ça les a pas tant choqués que ça, les gens, même si ça les a inquiétés. Est-ce qu'à un moment donné, ça aurait pu impacter votre choix? Effectivement, il y a des moments de doute, mais non, on était assez sûrs de nous quand même. Alignés. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap de changer de territoire et de changer de métier aussi, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment opportun? En tout cas, par rapport aux enfants. Oui, parce que effectivement, ma fille avait 6 ans. Déjà à 6 ans, quand on est arrivé ici, ça a été compliqué de s'intégrer à l'école. Elle parlait beaucoup de ses copines qu'elle avait en Picardie. Au moins 2 ans, je dirais, où elle a
vraiment beaucoup parlé de ses copines qu'elle avait là-bas. Après, bon, c'était bon, elle était bien intégrée ici, mais ça a été un petit peu long, malgré qu'elle était, pourtant, elle était jeune. petite quand même. Ouais. Après, on avait vendu le rêve avec l'âne. Elle voulait absolument avoir un âne. Donc, nous, c'était un chien. Voilà. On avait un grand terrain. Si on a un grand terrain, on pourrait avoir un âne. Donc, on a vendu le concept comme ça. Après, je pense que le fait d'avoir eu une vie avant, on a eu notre premier travail, on a fait notre lancement de carrière. Première expérience. Ouais, une première expérience. Et puis, on a vu que ça nous convenait pas. C'était pas ça qu'on voulait, en fait. Avoir une vie où on court, ok, gagner du pognon, c'est bien, mais concrètement, si c'est pour passer à côté de ta vie, à quoi ça sert, quoi. Donc, d'avoir eu cette première expérience et de se dire, en fait, non, ça ne nous convient pas, je pense que ça aide à se dire, je vais tenter autre chose et je vais le tenter ailleurs. Ça voudrait dire qu'il faut déjà un certain âge pour le faire ? Un petit peu. Un petit peu. Moi, en tout cas, je pense pas que dans mon caractère, je pense pas que je l'aurais fait avant. À 20 ans ou 25 ans. Quoi. Ouais. Parce qu'il y avait quand même une certaine sécurité. On vendait une maison, on partait quand même avec un minimum d'argent. Voilà, c'était une aventure, mais après, je viens de la banque, donc c'est quand même une aventure maîtrisée. Et ton mari faisait quoi comme job, lui, à Saint-Quentin ? Il gérait des studios de répétition et d'enregistrement. Il était ingénieur du son. Bon, si on revient sur ce nouveau métier, alors c'est un peu particulier avec toi, puisque finalement, tu as 2 nouveaux métiers. Oui. Alors, c'est-à-dire que j'ai quitté mon ancienne vie pour un premier métier. Ouais. Quand j'ai eu le ras-le-bol à la banque, je suis passée par l'étape bilan de compétences, voilà, avec une personne géniale, Laetitia, qui a réussi à mettre en avant toutes les valeurs qui me tenaient à cœur et de me dire, mais si, en fait, tu peux quand même trouver un travail dans lequel tu vas pouvoir être en accord avec tes valeurs, dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Et en faisant ce bilan de compétences, en faisant différents tests, le métier de formatrice pour adultes est ressorti. Et ce qui, finalement, était pas déconnant, puisque quand j'étais jeune, mon rêve de petite fille, c'était d'être institutrice. Donc, mine de rien, ce côté transmettre des savoirs, il était déjà là. Et voilà. Et là, ça a été la possibilité de concrétiser ce projet. Après, c'est pas le même revenu quand on travaille dans le social et quand on travaille dans une entreprise commerciale. Et donc, c'était raccord avec cette nouvelle vie. La décroissance. De dire, on part à la campagne, le côté décroissance. Ça se goupillait bien, quoi. Et ça s'est fait vite ou non, t'as fait une pause entre deux, hein. Enfin, en tout cas, la pause pour faire le bilan de compétences, finalement. Non, je l'ai fait pendant que je travaillais. Ah, d'accord. Ok. Ouais, j'ai fait le bilan de compétences pendant que je travaillais encore. Et quand le métier de formatrice est ressorti, assez rapidement, en gros, peut-être 6 mois après, je suis entrée en formation. Donc, j'ai pris un congé CIF. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Ouais, je pense. Donc, je suis partie en formation pendant 8 mois, donc toujours en Picardie. Et pendant ces 8 mois, pendant cette année-là, on visitait les terrains. D'accord. Pour partir. C'était vraiment en même temps, quoi, en parallèle. Ah, tout s'est imbriqué. Ouais. Alors, donc, tu as ce métier-là. Bon, c'est pas là-dessus qu'on va faire le point aujourd'hui. C'est sur ta deuxième casquette, qui est savonnière. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour nous expliquer pourquoi tu produis du savon ? Parce que quand on est arrivé en Dordogne, on avait une maison avec un système d'épuration qui était une phytoépuration. Donc, c'est une épuration avec les plantes. Avec des plantes. Voilà. Écologique. Voilà, donc du vivant. Donc, il fallait encore plus faire attention à ce qu'on utilisait comme produits ménagers ou produits cosmétiques. Parce que si on rejetait des choses qui n'étaient pas clean dans cette phytoépuration, on fait mourir les plantes et donc on n'a plus de système de phytoépuration. Donc là, moi qui pensais déjà être clean, faire attention à ce que j'ai acheté. C'était déjà bobo chic. Oh bah ouais. Je me suis rendu compte que non, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas clean dans les produits que j'ai achetés, même des produits estampillés bio. Donc là, j'ai eu une grande déception en me disant ah oui, donc il faut faire attention. C'est pas parce que c'est vert, c'est pas parce que c'est écrit 95% d'ingrédients naturels, c'est pas parce que c'est écrit bio
que c'est forcément clean? Donc là, j'ai commencé à regarder les différents produits. À chaque fois, j'étais déçue parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait en fait dans ce produit. Donc, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Et là, j'ai... Tes produits d'entretien. Ouais. Et tes produits cosmétiques. d'entretien. Bah, d'abord, les produits d'entretien. D'accord. C'est commencé avec les produits d'entretien. Et après, ça a été les produits cosmétiques, effectivement. J'ai désespérément essayé de faire du gel douche au départ parce qu'on a ça dans notre tête. Oui. On se lave avec du gel douche. Oui. Donc, il faut fabriquer du gel douche. Et puis après, je suis venue au savon parce que ma voisine avait eu un livre Fabriquer ses savons à Noël. Do it yourself. Ouais. Elle avait peur de le faire toute seule. Elle m'a demandé de faire avec elle. Et en fait, j'ai adoré. Et une fois que j'ai eu mis le nez dedans, j'avais envie d'essayer plein de choses. Donc j'ai fabriqué, j'ai testé plein de savons et je me suis retrouvée avec plein de savons partout chez moi. Donc finalement, c'est grâce à ce changement de territoire, à ce projet écolo, à tes recherches. Et là, tu tombes amoureuse du savon et tu deviens savonnière. Enfin, dans un premier temps, il me semble que tu m'as dit que tu produisais juste pour toi, ton entourage. Enfin, tu faisais des tests dans ton petit... chez toi, pas dans ton labo au départ. Tu avais plein de savons, donc tu vas pas te laver non plus 15 fois par jour. Tu en as offert autour de toi. À quel moment tu as le déclic pour te dire, tiens, je vais plus le faire d'une manière personnelle, mais je vais devenir professionnelle et je vais vendre mes savons? Assez rapidement, finalement, parce que en arrivant sur ce territoire, donc moi, j'étais censée être formatrice. J'avais mon diplôme en poche. Par contre, effectivement, la ville, c'est loin. Donc, avec un diplôme de formatrice, on ne peut pas travailler à Thiviers ou à Saint-Paul-la-Roche, concrètement. Donc, comme je n'avais pas encore d'emploi, rapidement, quand même, le côté produire des cosmétiques, je me suis dit, pourquoi pas en faire une activité professionnelle? Sauf que quand j'ai regardé, quand je me suis renseignée, là, je me suis dit, oula, bienvenue en France. Compliqué. Ouais. Qu'on soit L'Oréal ou qu'on soit une petite entreprise artisanale, on est soumis à la même réglementation, qui est quand même très lourde. Et à l'époque, je ne m'étais pas sentie capable de le faire. Et je n'avais pas les ressources financières pour le faire. Réglementation un peu comme les restaurants aussi. Enfin, c'est d'un point de vue hygiène, c'est ça? Un peu, oui. Les cosmétiques, on dépend de la ANSM, l'Agence nationale de la santé et du médicament. Ah oui. Donc effectivement, toutes les recettes de savon doivent être validées par un toxicologue. Il faut un laboratoire aux normes cosmétiques. Il y a beaucoup de traçabilité, plein de classeurs dans mon laboratoire à remplir. La température du labo quand je rentre. À chaque fois que je produis un savon, je dois noter le numéro de l'eau de chaque matière première, la quantité. Dès que je fais entrer des marchandises dans mon laboratoire, elles doivent être répertoriées, référencées, numérotées. Il y a beaucoup de justificatifs, beaucoup d'administratifs autour de la savonnerie et une déclaration au CNPP qui est un peu l'équivalent de l'ancien centre antipoison. Avec parce que tu as parlé de toxicologue tout à l'heure. Oui. Lui, il valide que le produit, il n'est pas nocif, il n'est pas dangereux pour la santé humaine. Oui, parce qu'il est entre guillemets normal. Normal. Mais après, ce produit, il faut qu'il soit référencé sur ce fameux site pour que si jamais à un moment donné, il y avait une personne qui a une réaction allergique, elle puisse, avec le nom en fait qui est écrit, Bélène Crespo-Lara sur le savon, aller sur ce portail et savoir la composition exacte de mon savon pour pouvoir voir ce qui pourrait avoir posé problème, quoi. Tu fabriques du savon principalement pour les particuliers, hein? Oui. Après, je vends un peu en boutique. J'ai quelques clients en pro, notamment des gîtes. Oui, je vais dire ça. Gîte hôtel, c'est pas sympa, gîte, ça. Surtout sur le territoire. Une box pour les jeunes filles, la box Mes Premières Règles. C'est top, ça. Ouais. Tu fais des collaborations avec d'autres nanas du territoire qui font partie des nouvelles filles de la campagne. Est-ce que tu peux citer quelques exemples? Lucille Cové, qui me fournit en lait de chèvre, donc qui est éleveuse de chèvres et qui fabrique du fromage de chèvre. Et Lisa Fontenot, qui a monté les ruches de Lisa avec son amie Manu, qui fait du miel et de la cire bio de super qualité. Et la combinaison, enfin vos associations, collaborations sur le savon, ça permet quoi? Alors d'un côté il y a le miel, de l'autre côté le lait de chèvre. C'est quoi les propriétés et les vertus de ces savons? Le savon au lait de chèvre est réputé pour lutter contre l'eczéma, l'acné et le psoriasis, tous les problèmes de peau en général.
Le lait, en général, dans les savons, il est hyper hydratant, de toute façon. Et le savon miel cire d'abeille, c'est un savon qui va convenir très bien aux peaux très très sèches, les peaux lésées, abîmées. Le miel, c'est utilisé par exemple dans les hôpitaux pour traiter les grands brûlés. D'accord. Donc ça aide vraiment la peau à cicatriser, à se régénérer. Et notamment, j'ai des personnes par exemple qui font des chimios ou des radiothérapies qui m'achètent ce savon pour se laver la peau avec. Et ça, le lait de chèvre convient aussi aux peaux atopiques. D'accord. Et le miel cire d'abeille, voilà, des peaux lésées, abîmées, et aussi, on dit, les peaux matures. Ah, les peaux matures. Pour pas dire vieille peau. Pourquoi elle me regarde? Parce que tu es en face de moi. Je vous jure. Détestable. Dans ton métier de savonnière, dis-moi ce que tu préfères. Vraiment le plus gros kiff. On a bien compris que tu aimais faire les savons. Mais est-ce qu'il y a une étape en particulier que tu aimes plus qu'une autre? Quand je mixe, en fait, quand on fabrique du savon, on mélange de la lessive de soude avec des huiles et des beurres solides. Le moment où on utilise le mixeur, où on mixe et où ça se transforme, en fait. Ça s'épaissit, ça change de couleur. Et je trouve ça génial. Les savonniers, on cherche ce qu'on appelle la trace. C'est-à-dire qu'on soulève le mixeur et on cherche à voir apparaître la trace du mixeur dans le produit. Et si bien que maintenant, même quand je fais de la soupe, je soulève mon mixeur et je regarde si j'ai la trace et je me dis mais non Bélène, t'es pas en train de faire du savon, tu fais de la soupe. C'est vraiment ce moment un peu magique où ça se transforme en fait en savon. Puis j'aime beaucoup la partie de développement d'un nouveau produit. Alors création. Ça prend beaucoup de temps, mais chercher. En fait, un savon, je fais pas des savons pour faire des savons avec une belle odeur et une belle couleur, quoi. L'idée, c'est vraiment de chercher un produit qui peut être vraiment intéressant. En quoi ça peut être intéressant? Pour quel type de peau? Et donc, quels sont les ingrédients qui pourraient aider? Par exemple, quand j'ai sorti le savon noisette tea tree, j'ai vraiment eu la commande de mes nièces qui avaient de l'acné et qui m'ont supplié « Tata, est-ce que tu as quelque chose contre les boutons ?» Et j'ai vraiment cherché sur Internet tous les ingrédients qui pouvaient être utiles pour lutter contre l'acné, mais avec les différentes étapes, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose de difficile dans ce nouveau métier? Enfin, le plus difficile. Alors, je suppose qu'il y a des jours avec, des jours sans, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc... Alors, ce qui a été très difficile au départ, c'est d'être toute seule dans le labo. Effectivement, moi, je venais du commerce. Donc, toute la journée, j'avais des clients dans mon bureau. Ensuite, j'ai été formatrice. Toute la journée, je suis avec un groupe. Je suis en collectif avec minimum 15 personnes. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve toute seule, enfermée dans mon labo. Face à toi-même. Voilà. J'ai écouté plein de podcasts. Ça, c'est bien. Ces gens qui écoutent des podcasts, moi, je les adore. Mais je me suis sentie quand même très seule au début. Et puis finalement, les marchés m'ont redonné ce côté lien, contact avec les gens, avec des collègues de marché, d'autres producteurs, et puis avec les clients. Voilà. Après, le deuxième côté difficile, c'est de se vendre. Enfin, c'est pas facile. Même si je viens du commerce, entre vendre un produit pour une compagnie et se vendre soi, c'est quand même différent. C'est pas la même chose. Différent. Ouais, c'est quand même c'est pas la même chose. Non, je comprends. Est-ce que je peux te poser cette question? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ce nouveau métier en même temps, étant donné que tu as 2 jobs, tu composes avec les 2? C'est ça. J'ai mon activité salariée qui me permet d'assurer quand même de payer mes factures et de ne pas avoir de pression par rapport à ce nouveau métier de savonnière. Du coup, ce métier de savonnière m'apporte du plus. Voilà. En fait, ce qui est cool, c'est que finalement, le métier de formatrice, j'adore faire ça. Je prends toujours plaisir à le faire. Et à côté, je fais des savons qui me remplissent de beaucoup de choses. Je ne me lasse d'aucun des deux. D'accord. Puisque je partage ma semaine sur ces 2 activités. Après, du coup, je n'ai pas de pression financière par rapport à la savonnerie. Mais j'en vivrais pas. Pardon, pour répondre à ta question, si je ne faisais que ça, non, je n'en vis pas. Et je ne connais qu'une seule savonnière. Sur toutes les savonnières que je connais qu'une seule savonnière aujourd'hui qui en vit. Ça veut dire que tu feras toujours comme ça? Ça veut dire que soit j'arrive à plus développer la savonnerie,
Mais quelque part, aujourd'hui, j'ai quand même un équilibre vraiment sympa avec l'activité de formation qui me plaît bien. J'ai l'impression que tu t'es formée toute seule. Alors oui, je me suis formée toute seule. Il n'y a pas de formation qualifiante spécifique pour devenir savonnière. Il n'y a pas un diplôme pour être savonnière. Après, il existe des formations que proposent d'autres savonniers. Mais ce sont des formations payantes, non qualifiantes, donc qui ne peuvent pas être prises en charge par le financement de la formation professionnelle, en fait. D'accord. Donc tu t'es... Donc moi, je me suis formée toute seule sur le tas en faisant des tests et en ratant. Ça, c'est la meilleure des formations. Rater. Est-ce que ces nouvelles journées, ou plutôt, j'ai envie de dire, est-ce que ces nouvelles semaines composées entre ton job de formatrice et ton job de savonnière, est-ce qu'elles te rendent heureuse ? Oui. Elle me le dit avec le sourire. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ? Mais en même temps, tu n'avais pas planifié ça au départ. Mais est-ce que ça répond à toutes tes attentes, à tous tes rêves, tes souhaits ? Finalement, oui. Parce que effectivement, depuis que j'étais sur ce territoire, j'étais un peu en stand-by. Enfin, je sais pas, en pause ? Ouais, j'étais contente d'être ici, puisque c'était la volonté. Mais finalement, effectivement, j'avais pas ce sentiment de décroissance et de profiter plus finalement de la vie, puisque j'allais 5 fois par semaine à la ville et je faisais la route et j'étais fatiguée, etc. Et là, ce nouvel équilibre entre ces deux activités, il me convient vraiment très bien. Des fois, t'as pas l'impression de changer de casquette tous les 5 minutes ? Non, c'est bien structuré dans ta tête ? Non. En finissant ma phrase, je me suis dit, effectivement, elle va dire, j'ai l'air folle ou... Non, effectivement, c'est difficile. Des fois, je suis avec ma casquette formatrice et je pense, je n'ai pas répondu à tel mail, je n'ai pas répondu à telle chose, ou je n'ai pas mis, je sais pas, le lait à décongeler ou la bière à dégazer pour tel savon. Et quand je suis dans la savonnerie, je pense, j'ai pas répondu à telle personne, j'ai pas fini tel dossier, ou j'ai pas fait tel bilan. Donc effectivement, en termes de charge mentale, c'est quand même un peu compliqué d'avoir 2 activités professionnelles en même temps. Je vais pas le nier. Comment ces changements de métier, alors tu parles 1 métier, 2 métiers, comme tu veux, ou l'ensemble, comment ça a impacté ta vie personnelle et en même temps, est-ce que ça t'a transformé, toi, en tant que femme ? Oui, bien sûr, parce que ce premier métier, comme quoi finalement rien n'arrive par hasard, ce premier changement de métier en tant que formatrice m'a amenée à avoir des responsabilités, à développer un gros projet où on m'a fait confiance. Et ce projet, je l'ai monté avec 4 feuilles de projet et l'argent qui avait été trouvé, enfin les financements étaient là, mais après il fallait le faire vivre, il fallait le créer, il fallait le vendre auprès des professionnels. Vendre, c'est bizarre. Oui, tout à l'heure tu disais que tu avais du mal à vendre. Ouais, il fallait vendre cette plateforme de mobilité auprès des professionnels. Et finalement, au bout de quelques années, avant que je monte la savonnerie, je me suis dit, mais quand même, j'ai été capable de faire ça. Ouais. Je suis arrivée sur un territoire que je ne connaissais pas, dans un milieu que je ne connaissais pas, qui est le monde du social, et j'ai réussi à convaincre tous ces gens que j'étais la pro de la mobilité et qu'ils avaient besoin de moi. Donc, alors qu'elle ne sait pas conduire. Alors je ne sais pas faire un créneau et que je suis nulle en géographie. Peut-être que finalement, je suis capable de mettre toute cette énergie et toutes ces compétences que je ne soupçonnais pas d'avoir à profit pour moi, pour réaliser mon rêve, qui était effectivement depuis quelques années, depuis que j'étais arrivée et que j'avais créé mes premiers savons, de réaliser mon rêve d'en faire une activité professionnelle. Et effectivement, il y a eu le côté financier parce que cet argent, finalement, à ce moment-là, je l'avais, alors que je ne l'avais pas quelques années auparavant quand j'ai eu ce projet. Et je me sentais capable. Voilà, je me sentais capable, sans être sûre que j'allais réussir à mener à bien le projet de la savonnerie. Mais finalement, en tout cas, j'ai eu la force, le courage, l'envie. Et puis, toutes les nanas que j'ai rencontrées ici aussi, toutes les copines qui m'ont donné confiance en me disant « Mais oui, c'est une super idée, vas-y, fonce, t'es capable de le faire. » Tout ça, ça aide. Et ça m'a changée parce que, oui, je me suis sentie beaucoup plus forte. Je me suis confrontée à des situations auxquelles j'étais pas confrontée avant et où j'aurais
esquivé, où je me serais pas sentie capable. Par exemple, arriver sur le marché avec ton break, avec ta voiture à décharger, où tu as plein de voitures qui arrivent en même temps, et si tu arrives 3 minutes en retard, tu bouges tout le monde. Tu l'as pas fait. C'est si, Julia, que tu le fais facile. Voilà. Tu peux le faire plus facilement. Et de me dire, arriver sur un marché qui est un monde quand même principalement d'hommes, on va pas se le cacher. Alors c'est un marché d'hommes, mais en même temps, c'est toujours les femmes qui vendent. Beaucoup, mais parce qu'on vend mieux, je pense. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans en arrière, tu m'aurais dit, tu vas vendre peu importe quoi, hein, mais tu vas vendre des produits sur le marché. Je me serais dit, mais non, moi, je suis une fille qui travaille dans un bureau. J'ai mes fesses assises sur une chaise, dans un bureau bien chauffé, être dehors, avoir froid, porter des trucs, charger, décharger une voiture. Enfin, jamais je me serais sentie capable de faire ça. Je t'aurais dit, non, mais moi, jamais je vais faire ça. Ouais, c'est quand même assez incroyable en fait. Puis cette transition, ce premier métier qui t'a permis de faire le deuxième au bon moment, au bon timing. Tu vois, tout à fait. Il y a des choses quand même qui sont pas anodines. Mais même la banque finalement, parce que j'étais très en colère moi quand je suis partie de la banque. Finalement, ça m'a aidée pour mon métier de formatrice, parce que j'ai pu accompagner les personnes sur aussi la gestion de leur budget. Et ça m'a aidée pour la savonnerie, parce que j'avais quand même des notions de financement, je sais tenir des comptes, faire des prévisionnels, c'est mine de rien, ça arrive au bon moment. Voilà, tout s'aligne. Ouais. Est-ce que tu as dû faire face à certains obstacles ou préjugés parce que tu es une femme et que tu te lances sur un territoire dit rural? Après, j'ai l'impression que la savonnerie, il y a quand même un côté, c'est dommage à dire, mais un peu plus féminin, alors que certaines maraîchères, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, effectivement, pas spécialement, parce que c'est quand même un métier, je pense, qui est dit plus féminin. Donc, à part sur les marchés où effectivement, il faut quand même montrer qu'on est là et pas se laisser impressionner par les messieurs qui arrivent avec la grosse voix. Et pour ça, tu fais des tatouages. Ouais, mais ils se voient pas. Faut que j'en fasse d'autres alors. Donc, pas d'obstacle à part les gros baraquets du marché. Ouais, pas particulièrement d'obstacles. Tant mieux. Tant mieux, tout à fait. Est-ce que tu as dû travailler sur l'expérience, la crédibilité de ce nouveau métier? Comment asseoir en fait ta crédibilité sur ce nouveau métier? Il me semble que tu as passé, je ne sais pas si on dit passé, mais une certification, labellisation, à chaque fois j'oublie, bio? Alors j'ai obtenu la mention. La mention, on dirait que tu passes ton bac. La mention Nature et Progrès. D'accord. Qui est le label cosmétique le plus exigeant en fait sur le marché aujourd'hui en France. Donc effectivement, oui, n'ayant moi pas fait de formation, puisqu'il n'y a pas de formation qualifiante pour être savonnière, il y a quand même des formations qui existent. Moi, j'en ai pas fait. J'ai fait le choix financier d'investir dans le labo, d'investir dans la validation des recettes et pas d'investir dans une formation. Mais du coup, je me sentais pas toujours légitime. J'ai pas de diplôme de chimiste. Et c'est vrai que l'obtention de ce label-là, fin juin... C'est important pour toi. Ouais, c'était une reconnaissance. Et ça a été une sacrée fierté, un sacré soulagement de l'obtenir. Ça fait 1 an, en gros, que j'avais le dossier sur mon bureau, parce qu'il demande beaucoup de justificatifs que j'avais. Parce qu'en plus, dès le départ, je souhaitais avoir ce label. Donc, depuis le départ, tous mes fournisseurs sont labellisés bio. Ouais, tous les produits que tu utilises, tous les ingrédients mes matières premières sont bio. Mon emballage, c'est du papier craft, recyclable. Dans ma fabrication, dans mon laboratoire, j'ai choisi aussi ce label parce que, justement, je suis une personne exigeante et que je pensais pouvoir l'obtenir. Oui, c'est quand même compliqué, tout est épluché. En même temps, heureusement, puisque c'est ce qui donne aussi la crédibilité à ce label. Mais c'est pas uniquement les produits qu'on met dans le savon, c'est aussi toute la démarche autour. Et avoir ce label, ça permet là de se démarquer. Très bien. Je voulais parler des néo-ruraux avec toi. Aujourd'hui, toi, tu te considères, donc après 8 ans, comme quelqu'un de local ou tu es encore néo-rural ? Bonne question. Je crois que je dis chez nous quand je parle de la Picardie et je dis chez nous quand je parle de Saint-Paul-la-Roche. T'es un peu bipolaire comme ça. C'est ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir de patrie en fait quand même quelque part. Mais là maintenant tu te sens quand même ancrée ici?
Tu te sens reconnue, Oui. ancrée chez toi? Mais alors ça, grâce au marché, grâce à l'activité vraiment de savonnerie et des marchés, parce que avant, j'allais bosser 5 jours par semaine à la ville, et donc je ne tissais pas de lien avec les gens ici. J'étais pas ici. Clairement, la semaine, j'étais pas là, j'étais pas ici. C'est vraiment depuis la création de la savonnerie, le fait de faire les marchés, de rencontrer des clients sur le marché, de me faire des copines sur les marchés en tant que productrice, que maintenant je peux effectivement être bien dans mes baskets ici et me sentir bien ancrée. Légitime sur le territoire. Ouais. Mais c'est récent, c'est vraiment récent. Je comprends vraiment. Et pour toi, les néo-ruraux, tu penses qu'ils apportent quoi sur le territoire? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça dynamise le territoire. Clairement, ça amène du sang neuf. Les communes en sont ravies dès qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Enfin, moi, je me souviens qu'on nous a fait des ponts quand même. Enfin, on était bien accueillis par les mairies dans les 2 villages qu'on a fait du coup en Dordogne parce qu'on avait un enfant scolarisé. Donc ça, c'est un plus pour les néo-ruraux qui arrivent avec des enfants. Bah justement, regarde la création de ce podcast. C'est pas quelque chose auquel on aurait pu avoir accès si toi, t'étais pas venu t'implanter ici. Je pense notamment à d'autres métiers, à d'autres personnes rencontrées ici qui sont plus dans le développement, le web design, la création de sites internet. Enfin, on en a besoin parce que clairement ici, il y en a pas beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de... Pense à Ambroise aussi. Ouais, c'était typiquement, effectivement, lui que j'avais en tête. Où on a besoin de ces savoirs là aussi. Tu vois, tu dis on a besoin de ces savoirs. Ça voudrait dire, c'est comme si tu te mettais en tant que local, rural depuis très longtemps, et qu'effectivement tu voyais des gens arriver avec des nouveaux métiers. C'est drôle comme tu le dis finalement. Je suis bipolaire, effectivement, je crois. Bipolaire cette fille. On me l'avait dit, mais j'ai pas voulu le croire. Je suis espagnole. Qui l'a dit? Lulu, Lisa? C'est encore quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que c'est simple quand même d'amener cette connexion? Je pense pas que ce soit facile parce que déjà pour moi, c'était pas facile alors que je viens pas du monde du digital. J'ai eu des difficultés un peu quand même à m'intégrer ici. Au départ, je me sentais vraiment pas à ma place, quoi. Parce que, effectivement, moi, je n'ai pas envie d'élever des chèvres ou des vaches ou des moutons. Je n'ai pas envie de mettre mes mains dans la terre pour faire pousser des plantes ou des légumes. Je suis assez nulle avec tout ça. Et du coup, je me sentais assez en décalage en arrivant ici. Ouais. C'est quoi cette fille de la ville qui arrive là et qui... Parisienne, bipolaire. Même pas parisienne en plus, c'est ça le pire. Je viens d'une autre campagne, entre guillemets. Enfin, Saint-Quentin, ça reste quand même une petite ville. Je viens pas d'une super grande ville, quoi. Mais finalement, je pense qu'il faut rester soi. Je pense que j'ai eu tendance peut-être au départ à essayer de me fondre dans le paysage, tu vois, de correspondre au schéma, à ce qu'on attendait de moi. Et finalement, j'étais encore dans cette dualité que j'avais avant avec le monde bancaire et mes valeurs intérieures sociales qui correspondaient pas. Et là, j'avais un peu l'impression d'être encore en dissonance par rapport à autre chose finalement, mais de me dire, moi j'aime bien les fringues, moi j'aime bien être coquette, j'aime bien me maquiller, et c'est pas parce que je vis à la campagne que je dois être en sarouel, en bottes ou pieds nus et en mode très naturel et me faire pousser des poils aux pattes, couper ses sorties tout seul. Non, mais on peut dire, oui, t'es pas obligé de te faire des dreadlocks sur la tête. Voilà. Ouais. C'est vrai que je remarque, il y a cette dualité de se dire, à quel monde on appartient. Est-ce qu'il faut se fondre en plus dans le décor, dans le paysage, alors qu'au final, il y a des choses qui sont très bien en ville, et si t'as encore envie d'être avec une jolie robe, c'est ok, en fait. C'est assez compliqué. Peut-être. Et je pense que, en fait, le fait de voir des personnes comme nous, qui effectivement peuvent être maquillées, de voir des nanas maquillées, bien coiffées, avec une jolie robe, en fait, cette jolie robe, elle peut être quand même achetée en recyclerie. Oui. Elle peut être troquée. Enfin, nous, on fait beaucoup de trocs avec les copines, on fait des soirées filles et on s'échange nos fringues. Tu m'inviteras ? Ouais, avec plaisir.
Et voilà, on peut avoir quand même les mêmes valeurs écologiques. On peut avoir conscience, en fait, de cette surconsommation de vêtements et de pas être en accord avec ça, de cet effet de mode et de devoir changer à chaque saison et chaque année les couleurs, les formes, etc. Et voilà. Et je peux être coquette et partager quand même les mêmes valeurs que les nanas d'ici, quoi. Viens vivre sur ce territoire et si tu y restes, c'est qu'effectivement, le fond, il est là. Le reste, c'est la forme, c'est le physique, mais c'est pas important. Enfin, c'est les valeurs qui nous rassemblent. À l'intérieur, oui, je pense qu'on a les mêmes valeurs. On est presque à la fin de notre conversation. Je voulais quand même te demander quel était le meilleur conseil qu'on t'a pas donné en venant ici et que toi, tu as envie de donner à ceux et celles qui auraient envie de nous rejoindre. Peut-être justement de rester moi-même et de pas essayer de me fondre dans la masse et d'essayer de ressembler aux autres et de venir avec mes compétences, mes valeurs, mon look et qu'on m'aimera comme ça ou on m'aimera pas. Est-ce que tu penses à une femme qui pourrait prendre la parole sur ce podcast ? Oui, je pense à mon amie Laurence Rontex, amie et voisine, qui est art thérapeute. D'accord. Et qui a un projet en cours. Elle monte une micro-ferme en PAM, plantes aromatiques et médicinales. Parfait. Et elle vient d'où ? De la région de Bordeaux. Dis-moi, qu'est-ce que tu as gagné en changeant de territoire et de job ? J'ai gagné quand même de la sérénité, même si aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes et des fois, j'ai les journées bien remplies et assez speed. J'ai gagné quand même en sérénité, j'ai gagné en cadre de vie, en calme, et j'ai gagné beaucoup d'amitié, beaucoup de belles rencontres. Et ça c'est vraiment super chouette. Si tu devais te féliciter aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais si tu te parlais à toi-même ? Parce que tu es bipolaire. Eh bien, je me dirais, sois fière de toi, parce que tu l'as fait, quoi. Quitter le territoire, déjà. De quitter le territoire, c'est déjà énorme, je trouve. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, maintenant, je suis toute seule sur ce territoire, avec ma fille, mais d'y rester. Parce que j'aurais pu faire le choix de rentrer. D'ailleurs, c'est ce que mes proches, ma famille attendaient un peu, enfin s'attendaient, D'accord. en me disant tu rentres à la maison ? Non, pas du tout. Finalement, je suis bien ici parce que j'ai un cercle. Voilà, j'ai des amis, vraiment des gens sur qui je peux compter. Il y a vraiment une entraide, une sérénité, Solidarité. une solidarité, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de... Alors c'est un terme un peu galvaudé, je suis désolée, mais je vais quand même le dire, de sororité sur le territoire. Oui, il y a beaucoup de nanas vachement chouettes qui s'entraident beaucoup. Et c'est vraiment super. Et ça, je l'avais pas. Même si j'avais des amis, bien sûr, hein, j'avais des amis en Picardie, mais pas de cette façon. Une ouverture... alors au féminisme, hein, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais une ouverture à une façon, de penser, de se voir, de réfléchir, de pas se laisser faire, de se faire confiance, de plus laisser passer certaines choses, au travers plein de personnages hyper intéressants sur ce territoire. C'est pas donné à tout le monde de faire ce changement de territoire et d'y vivre. C'est facile sur les vidéos, sur les photos, sur le papier. Mais en vrai, c'est un chemin, un long chemin. Donc, on peut être aussi fière d'être assez forte quand même. Hein. Oui. Enfin, il faut être forte. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut être forte. Ouais, quand faut même, être forte. Pour faire ça, pour quitter son territoire, pour changer de métier. Réinventer sa vie. Ouais, c'est ça. Rencontrer des nouvelles personnes, parce que quand on arrive... Enfin, moi, j'ai quitté des amis que j'avais depuis 20 ans. Et en arrivant ici, j'avais beau rencontrer des gens sympas, au départ... je me disais, ouais, mais je sais pas, c'est pas pareil. J'ai l'impression que tu racontes ma vie. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu transportes pas ta vie. Tu la réinventes au complet. Sauf qu'au départ, tu le sais pas. T'as l'impression que ce que t'avais là-bas, t'allais le mettre dans tes cartons comme la vaisselle. Mais tu réinventes tous les codes. Et oui, tu regardes un peu, tu renifles, comme je disais, et t'as l'impression que ces gens, c'est pas pareil. Puis après, ça change, mais... Ouais. Oui, parce que les amis de 20 ans, c'est la famille, ça devient la famille. Et quand tu arrives ici, faut recommencer à zéro avec des gens que tu ne connais pas du tout. Et ça, c'est différent difficile. aussi. Ouais, des gens différents. Et c'est pas facile de se dire, c'est pas les mêmes personnes, ça sera pas les mêmes amitiés, mais ça sera des amitiés tout. Enfin, la collaboration avec Lisa, par exemple, on s'est rencontrés sur un marché. Finalement, on a monté un savon ensemble, c'est devenu une super amie.
Et ça, c'est pas des choses auxquelles je m'attendais en venant ici, en me disant mais non, jamais j'aurais des amis comme j'avais en Picardie. Mais ça, c'est pas vrai. Et voilà, et c'est finalement, c'est d'autres liens qui se créent, d'autres amitiés, mais effectivement, ça prend du temps. Mais après, c'est des liens quand même hyper forts, je pense. Oui, très parce qu'on vit des choses différentes. Ouais. On vit des moments difficiles aussi. On a des activités qui peuvent être physiques, qui peuvent être éprouvantes. On vit des chamboulements parce qu'on est loin de notre famille. On perd nos repères quand même quand on arrive ici. Et du coup, on vit des choses peut-être plus fortes. Si ta famille était autour de la table aujourd'hui avec nous, qu'est-ce que tu penses qu'ils te diraient après toutes ces années ? Que j'ai été folle d'avoir fait ça, mais je pense qu'ils sont fiers de moi quand même. Et ta fille ? Je pense qu'elle est fière de sa maman aussi, même si du coup, je l'embauche un peu à la savonnerie et je la fais un peu travailler. Je te fais venir les larmes aux yeux. Des fois, je pense que elle voudrait faire autre chose parce que c'est pas elle qui a choisi de venir ici, c'est pas elle qui a choisi ce changement de métier, mais je pense qu'elle est fière quand même de sa maman. Eh bien, merci Bélène. Merci à toi Sandrine. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Salut Bélène. Salut Sandrine. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!